Face à une tâche difficile, la plupart des gens essaient de se motiver de force, allez, courage, il faut y aller. Mais ça ne fonctionne presque jamais, parce que tu ignores l'émotion au lieu de la traiter. Ce qu'il faut faire à la place, c'est arrêter 2 secondes et dire, même à voix haute, je ressens de l'appréhension à l'idée de commencer, et c'est normal. Ce simple geste a un effet neurologique réel. Il active ton cortex préfrontal, la zone rationnelle du cerveau, et calme l'amygdale. Tu ne supprimes pas la peur, tu la désamorces. Et une peur nommée perd immédiatement une grande partie de son pouvoir sur toi. Pour bien comprendre pourquoi ce geste, aussi simple soit-il, fonctionne aussi bien, il faut revenir un instant sur ce que la recherche appelle la théorie de la régulation de l'humeur à court terme. Sirois et Pikil ont montré que le procrastinateur ne fuit pas la tâche en elle-même. Il fuit l'état émotionnel désagréable que la tâche évoque. Le rapport à rendre n'est pas menaçant en soi. Ce qui est menaçant, c'est l'anticipation de l'échec, du jugement, de la fatigue, de l'ennui, ou simplement de l'inconnu. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace imaginée, dans les deux cas, il réagit avec la même intensité. Or, quand une émotion reste diffuse, non identifiée, non nommée, elle prend toute la place. Elle devient un brouillard anxieux qui enveloppe la tâche entière, et ce brouillard te paraît alors insurmontable. Tant qu'une personne reste dans le vague, je n'ai pas envie, ça me stresse, je verrai plus tard, l'émotion continue de dominer le comportement. Mais dès qu'elle met des mots précis dessus, je ressens de l'appréhension à l'idée de mal faire, j'ai peur du jugement de mon responsable, je redoute l'ennui de cette tâche répétitive, quelque chose change. L'acte même de verbaliser une émotion oblige le cerveau à mobiliser des zones associées au langage et au raisonnement, situées dans le cortex préfrontal, et cette mobilisation réduit mécaniquement l'activité de l'amygdale. C'est comme si, en donnant un nom précis à l'intrus qui a déclenché l'alarme, on permettait au système de sécurité de vérifier qu'il ne s'agit pas d'un danger réel, et de baisser la garde. Ce mécanisme explique aussi pourquoi les tentatives de motivation pure échouent aussi souvent. Se dire « allez, il faut y aller » ne fait qu'ajouter une couche de pression sur une émotion déjà là. Tu ne traites pas la cause, tu ajoutes une contrainte de plus. C'est comme vouloir faire taire une alarme incendie en criant plus fort qu'elle, le bruit ne diminue pas, il s'additionne. Nommer l'émotion, au contraire, revient à aller directement couper le courant de l'alarme, à la source. Nommer l'émotion n'est pas un exercice de développement personnel vague. C'est un acte de précision. Dire « je suis stressé » est trop général pour produire un effet fort. Le cerveau a besoin de spécificité pour vraiment désamorcer la menace perçue. Ce n'est pas la même chose de dire « je suis stressé par ce dossier » que de dire « j'ai peur que mon responsable trouve mon travail insuffisant et me le dise devant l'équipe ». Plus la formulation est précise, plus elle touche juste, et plus l'effet de désamorçage est puissant. Un étudiant qui doit rendre un mémoire ouvre son document, regarde les pages blanches, et referme l'ordinateur 5 minutes plus tard pour aller se faire un café qu'il ne voulait pas vraiment. S'il s'arrêtait et se demandait ce qu'il ressent réellement, il découvrirait peut-être que ce n'est pas la rédaction en elle-même qui l'effraie, mais la peur très précise que son directeur de mémoire juge son travail médiocre après des mois d'efforts. En nommant cette peur précise, j'ai peur que mon travail ne soit pas à la hauteur des attentes de mon directeur, il change complètement la nature de l'obstacle. L'obstacle n'est plus une masse floue et écrasante, c'est une peur précise, humaine, compréhensible, et surtout, gérable. Le même mécanisme s'observe chez un professionnel qui repousse sans cesse la rédaction d'un mail délicat à un client mécontent. Ce n'est pas l'acte d'écrire qui pose problème, il sait écrire un mail, il le fait tous les jours. Ce qui bloque, c'est l'anticipation d'une réaction négative, d'un conflit, d'une remise en question de sa compétence. Tant que cette peur reste diffuse, elle colore toute la tâche d'un sentiment de menace généralisée. Nommer précisément, je crains que ce client m'accuse d'avoir mal géré le dossier et que cela remette en question ma crédibilité, elle redevient une émotion isolée, circonscrite, qui n'a plus besoin de contaminer l'ensemble de la journée. Nommer l'émotion n'est pas la supprimer, et ce n'est pas non plus se convaincre que tout va bien. Trop de méthodes de motivation reposent sur le déni, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, pense positif. Le problème, c'est que le cerveau n'est pas dupe. Si l'émotion est réelle et que tu essaies de la nier, elle continue de tourner en arrière-plan, elle ne disparaît pas, elle s'accumule. Nommer l'émotion, au contraire, c'est reconnaître sa présence sans chercher à l'effacer immédiatement. C'est dire, oui, cette peur existe, et je choisis quand même d'agir. C'est cette coexistence entre l'émotion reconnue et l'action choisie qui constitue la véritable clé.
On n'a pas besoin d'attendre que la peur disparaisse pour commencer, on a seulement besoin qu'elle cesse d'être aux commandes. Nommer une émotion une seule fois ne suffit pas toujours à calmer durablement l'amygdale, en particulier pour les tâches auxquelles on a déjà associé beaucoup d'évitement par le passé. Si tu as procrastiné pendant des semaines sur un même dossier, ton cerveau a eu le temps d'associer très fortement ce dossier à une sensation de menace. Dans ce cas, il peut être utile de répéter l'exercice à chaque nouvelle session de travail, presque comme un rituel d'entrée. Certains trouvent utile d'écrire la phrase plutôt que de la dire à voix haute, parce que l'écriture ralentit le processus et oblige à une formulation encore plus précise. D'autres préfèrent la dire à voix haute, parce que le fait d'entendre sa propre voix ajoute une dimension supplémentaire de reconnaissance de la réalité de l'émotion. Une grande partie des tentatives classiques de gestion de la procrastination consiste à essayer de faire diversion, se dire que la tâche n'est pas si grave, se rassurer avec des platitudes, ou au contraire se punir mentalement pour manque de discipline. Ces deux approches évitent le contact direct avec l'émotion. Or on sait que c'est justement ce contact direct mais bref, précis, non ruminatif qui permet la régulation. Ruminer une émotion pendant de longues minutes en boucle est contre-productif, mais l'ignorer complètement l'est tout autant. La stratégie efficace se situe entre les deux, nommer clairement, brièvement, sans juger, puis passer à l'action. La manière dont tu nommes ton émotion compte énormément. Si tu te dis, je ressens de la peur, et c'est pathétique, je devrais être plus fort que ça. Tu viens de transformer un simple constat en jugement, et ce jugement réactive à son tour l'amygdale, cette fois par la voie de la menace sociale et de l'estime de soi. À l'inverse, si tu te dis, je ressens de la peur, et c'est une réaction humaine tout à fait normale face à une tâche qui compte pour moi, tu maintiens l'effet calmant recherché. Les personnes capables de reconnaître leurs difficultés sans se juger sévèrement récupèrent plus vite après un épisode de procrastination, et retombent moins facilement dans le cycle d'évitement. La prochaine fois que tu sens la résistance monter face à une tâche, ne cherche pas à la combattre de front, et ne cherche pas non plus à l'ignorer. Arrête-toi. Identifie précisément ce que tu redoutes. Nomme-le, à voix haute ou par écrit, avec le plus de précision possible. Fais-le sans te juger. Ton cerveau résiste à l'ampleur d'une tâche, pas à sa nature. Si tu te dis, je dois finir ce dossier, ton cerveau visualise des heures d'effort et panique. Mais si tu te dis, je vais juste ouvrir le fichier, ou, je vais juste écrire une phrase, la tâche devient tellement petite que ton cerveau n'a plus de raison de résister. Et voici le secret, une fois que tu es dedans, l'inertie du démarrage disparaît. Le plus dur n'est jamais de faire la tâche, c'est de franchir la première seconde. Alors rends cette première seconde ridiculement facile. Ce principe repose sur un phénomène documenté par la recherche sur l'autorégulation, l'amygdale ne réagit pas à la nature d'une tâche, mais à la magnitude perçue de cette tâche. Ton cerveau ne fait pas une analyse fine du contenu du travail à accomplir. Un biais psychologique joue aussi un rôle non négligeable ici, ce que les chercheurs en économie comportementale appellent l'actualisation temporelle. Ce biais désigne notre tendance naturelle à accorder plus de poids émotionnel à ce qui est proche dans le temps qu'à ce qui est lointain, même si l'enjeu réel est identique. Une échéance lointaine est traitée par le cerveau avec une intensité émotionnelle relativement faible, ce qui paradoxalement facilite la procrastination. L'urgence ne semble pas réelle. Mais un objectif immédiat active une intensité motivationnelle bien supérieure, précisément parce qu'il est proche dans le temps. En rapprochant artificiellement l'échéance perçue de la micro-action, on exploite ce biais à notre avantage plutôt que de le laisser jouer contre nous. Et la taille de la tâche perçue détermine l'intensité de la réponse de l'amygdale, et l'intensité de cette réponse détermine la probabilité d'évitement. En rendant le point de départ ridiculement petit, tu ne trompes pas ton cerveau, tu lui présentes simplement une réalité plus exacte. La première étape d'un projet, prise isolément, n'est presque jamais menaçante. C'est seulement lorsque l'esprit fusionne mentalement cette première étape avec la totalité du chemin restant que la menace apparaît. Ne compte jamais sur ta motivation pour résister à un environnement plein de tentations et elle perdra à chaque fois. Ton téléphone à portée de main, les notifications qui clignotent, un bureau en désordre, tout ça sabote ta concentration avant même que tu aies commencé. Alors agis en amont. Mets ton téléphone dans une autre pièce. Prépare ton espace de travail la veille. Ferme les onglets inutiles avant de t'asseoir. Ton environnement doit rendre l'action facile et la distraction difficile, pas l'inverse. La volonté, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'est pas une ressource stable et illimitée. Elle fluctue tout au long de la journée, elle s'épuise avec la fatigue, le stress, les décisions accumulées.
Compter sur elle pour résister en permanence à un environnement conçu pour capter ton attention revient à livrer un combat que tu es structurellement destiné à perdre. Les applications sur ton téléphone ne sont pas neutres. Elles sont optimisées pour déclencher exactement le type de gratification immédiate vers laquelle ton amygdale te pousse quand elle cherche à fuir une tâche inconfortable. Le design de Friction repose sur une idée simple mais radicalement efficace. Au lieu d'essayer de renforcer sa propre résistance interne face à une tentation, on modifie l'environnement pour que la tentation devienne elle-même plus coûteuse à atteindre, et pour que le comportement souhaité devienne, à l'inverse, le chemin de moindre résistance. Chaque seconde supplémentaire qu'il faut pour accéder à une distraction réduit statistiquement la probabilité d'y céder, en particulier au moment critique où l'amygdale cherche une échappatoire immédiate. Des travaux de recherche sur la méditation de pleine conscience ont montré que 8 semaines seulement d'entraînement régulier suffisent à réduire mesurablement le volume de l'amygdale, tout en renforçant les connexions vers le cortex préfrontal. Cette découverte indique que l'environnement dans lequel tu évolues au quotidien, y compris les micro-pratiques que tu y intègres, comme quelques minutes de respiration consciente avant une session de travail difficile, a un impact direct et mesurable sur la même architecture neuronale responsable de la procrastination. Cette règle doit être appliquée avant que la volonté ne soit sollicitée, et non pas en même temps. Beaucoup de personnes tentent de résister à la tentation au moment même où elle se présente, le téléphone est déjà sur le bureau, la notification vient d'apparaître, et elles essaient, par un effort de volonté pure, de ne pas céder. Ce combat se joue au pire moment possible, précisément lorsque l'amygdale est la plus activée et que le cortex préfrontal dispose de la moins bonne capacité de résistance. En revanche, décider la veille, ou en tout début de journée, avant que la tentation ne soit physiquement présente, engage une décision à un moment où l'esprit est plus calme, plus rationnel, moins soumis à la pression immédiate. L'environnement numérique fonctionne exactement selon les mêmes principes que l'environnement physique, et mérite le même niveau d'attention. Fermer les onglets inutiles avant de commencer une session de travail n'est pas un détail cosmétique, chaque onglet ouvert représente une porte de sortie potentielle, une invitation silencieuse à quitter la tâche en cours dès que la moindre tension apparaît. Un espace de travail numérique encombré reproduit, à l'écran, exactement le même effet qu'un bureau physique en désordre. A eu lieu de te battre contre ton environnement au moment où la tentation se présente, agis en amont pour que cet environnement travaille pour toi plutôt que contre toi. Rends la distraction coûteuse à atteindre. Rends l'action facile à démarrer. Et fais-le systématiquement, avant que ta volonté, ressource limitée et fluctuante, n'ait à intervenir. Ces 3 leviers ne fonctionnent pas isolément, ils se renforcent mutuellement. Nommer ton émotion calme ton amygdale.